Le ciel était gris de nuages. Il y passait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons, des quais. Leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Bonjour à tous. Asile, quel joli mot, et pourtant combien de drames, combien de vies déracinées, combien d'espoirs perdus derrière ce mot. Ayam Suro, que nous allons accueillir ce matin, elle est philosophe, auteure de littérature jeunesse, et elle consacre avec son association Pierre Claver, créée en 2008, une large part de sa vie à l'intégration des réfugiés en France. Elle sait les obstacles auxquels sont confrontés les réfugiés qui arrivent en France pour s'intégrer. Avec Ayam Suro, essayons de sortir de la confusion et essayons de voir plus loin que derrière le chiffon rouge politique. Accueillons Ayam Suro. Bonjour Ayam Suro, bienvenue aux Idées mènent le monde. Nous sommes ravis de vous accueillir. J'ai glissé un mot de votre association Pierre Claver, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Derrière la réussite de votre initiative, depuis 15 ans, 5000 réfugiés dans cette école que vous formez, que vous aidez à accomplir leur intégration. Malgré tout, il faut bien le dire, l'intégration en France est un échec total et c'est pas nouveau. Ça commence bien. Ben oui, mais on est dans le vif du sujet. Mais il y a de l'espoir peut-être, et des solutions. Je crois que l'intégration en France est un échec depuis que le mot intégration existe. Parce qu'en réalité, l'intégration en France, dans l'histoire de la France, est particulièrement réussie. Déjà, un pays qui a décidé assez tôt de ne pas considérer sa nation comme surgit du sang, mais de l'idée, de la liberté, et qui a très tôt voulu être la patrie des hommes libres, est un pays qui forcément s'est donné un motif d'intégrer. Peut-être pas les moyens, mais un motif. Et donc je crois que vous êtes un peu pessimiste, c'est-à-dire la France a énormément intégré, elle a appelé, elle a aspiré, elle a intégré. Je suis sûr que parmi les gens qui sont autour de nous, beaucoup ont des grands-parents ou des arrière-grands-parents italiens, par exemple. Et donc c'est faux. En revanche, dans les temps plus récents, l'intégration en France est un échec douloureux. Très douloureux. Surtout pour la France et pour ceux qui y ont échoué. Pourquoi particulièrement pour la France ? Pour la France, parce que je pense que les étrangers qui viennent en France, plus que dans tout autre pays, souhaitent lui appartenir. Et je pense que ce qui s'est passé, disons les choses plus clairement, avec les immigrés d'Afrique du Nord, après la guerre, dont parfois les parents avaient été aux côtés des Français au combat, aux côtés des Français dans la reconstruction du pays après la guerre, n'ont pas été traités dignement. Leurs enfants ont certainement souhaité appartenir à la France, avoir une patrie, être reconnus comme Français. Nous n'avons pas su le faire. Ça, c'est un échec. D'autant plus qu'ils provenaient, pour la plupart d'entre eux, de ces pays avec lesquels la France avait un lien depuis très longtemps. Est-ce qu'il y avait encore plus ce malentendu et cet espoir, cette attente de leur part, et qui a été forcément déçu ?
Oui, bien sûr. Bien sûr. L'Afrique et l'Afrique du Nord. Et l'Afrique du Nord, ce sont plus que des liens. C'est une histoire commune. Et c'est surtout un sacrifice commun. Vous dites, vous pointez du doigt souvent la mauvaise réputation de l'accueil en France. Qu'est-ce qui, à un moment donné, a fait que les choses ne sont pas bien passées et n'ont pas répondu aux attentes justement de ces gens qui aspiraient à devenir français? Alors, je crois que l'accueil en France est plutôt bien fait. Nous devons absolument distinguer deux choses, l'accueil et l'intégration. Ça n'a rien à voir. L'accueil a à voir avec l'hospitalité. Un étranger se présente sur votre sol, vous l'accueillez, et contrairement à ce que l'on prétend, la France le fait très bien. Très rapidement, on se présente dans une préfecture, on vous donne par exemple les papiers de demande d'asile, vous êtes aussitôt pris en charge, logé, vous bénéficiez d'une couverture médicale en tant qu'étranger encore sur le sol français. Vous pouvez être soigné, vous pouvez apprendre le français, etc. Donc là, vous êtes en fait dans un petit moment d'hospitalité, et l'hospitalité, c'est autre chose que l'intégration. D'accord ? L'accueil se fait bien. Une fois que cet étranger est pourvu de papiers, donc capable de travailler, appelé à vivre durablement en France, c'est là que quelque chose ne va pas et que l'intégration ne se fait pas. Mais c'est une question qu'on peut se poser, c'est-à-dire, pour un réfugié, c'est quelqu'un, un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui est malheureux dans son pays, pour toutes sortes de raisons. Il le quitte et il demande, d'accord ? On oublie dans la demande d'asile, on se souvient du mot asile et on oublie le mot demande. C'est un homme qui demande, un homme ou une femme, je suis vieille, je ne dis pas un homme et une femme, je dis un homme. Donc il demande quelque chose à la France. Ce n'est pas une position, symétrique. D'accord ? Elle n'est pas symétrique. Et donc, la France lui donne l'asile. D'accord ? C'est un signe pour la France de puissance. L'asile est un signe de puissance. On a l'impression aujourd'hui, parce qu'on entend des discours étranges, que nous sommes impuissants face à l'asile. Rien n'est plus con que de dire une chose pareille. L'asile est l'effet de notre puissance. C'est comme ça que l'asile a commencé. C'est-à-dire, pour que le monde libre voulait montrer au monde communiste à quel point il lui était supérieur et a donné l'asile aux dissidents. Vous voyez, donc vous voyez la supériorité. Oui. Les gens de chez vous courent pour fuir vos régimes épouvantables et viennent chez nous, le monde libre. D'accord ? Donc c'est un outil idéologique et un outil de puissance absolument extraordinaire. Ces gens viennent à genoux demander à la France l'asile. Voilà, c'est un signe de puissance. Et donc ce moment-là est un moment d'hospitalité sacrée. Sacrée. C'est un commandement laïcisé. D'accord ? Et, car tu étais étranger en pays d'Égypte. Et c'est comme ça qu'il faut le sentir. L'asile est une des choses la plus noble, la plus sacrée, et qui est en effet l'honneur de tout pays qui l'exerce, et c'est l'honneur de la France qui l'exerce depuis bien plus longtemps que la Convention de Genève. Maintenant, l'intégration, c'est autre chose. En quoi vraiment devons-nous intégrer les demandeurs d'asile ? Après tout, ils sont à l'abri ici. Ils sont à l'abri, il n'y a pas de bombes, il n'y a pas de talibans, tout va bien. Eh bien non, parce que comme ils vont habiter durablement, il faut bien leur donner les moyens de vivre. Et c'est là que se passe le passage de l'accueil, qui est bien fait, croyez-moi, à l'intégration. Là, il faut en effet enseigner le français, qui est la langue du pays sans laquelle il est difficile de survivre, les moyens de gagner sa vie et d'être autonome, c'est-à-dire d'apprendre un métier, ou au moins d'avoir les moyens d'exercer le sien. Ça, la France est nulle, absolument nulle. C'est-à-dire qu'elle accueille des gens absolument... Quand je dis qu'elle accueille des gens extraordinaires, ça ne veut pas dire qu'ils le sont tous. D'accord ? La plupart des demandeurs d'asile viennent de pays dévastés, corrompus, par la guerre, par la misère, par tout ce que vous voulez. Et donc, ils ne sont pas tous des gens formidables.
Certains d'entre eux sont en effet qualifiés qualifiés est un mot très occidental. En fait, ils ont des métiers. Oui, ils ont des métiers assez dingues. Les uns sont brodeurs ou maçons, mais maçons de façon compagnon des devoirs, pas maçons de façon CAP. Voilà, donc, et tailleurs, beaucoup de choses, comptables, infirmières, et nous ne sommes absolument pas foutus d'en profiter. Voilà, on va les envoyer chez Pôle emploi, où ils font tous le métier qui se présente, au lieu de faire le métier pour lequel ils sont faits, dans lequel ils ont de l'expérience, et qui pourrait apporter quelque chose à la France. Et donc la seule chose que l'on puisse regretter, c'est pour ça que c'est des deux côtés, c'est que la France soit infoutue d'intégrer les gens à son propre avantage. Voyez, et qu'elle dépense pour l'accueil, comme on disait le président déjà, un fric monstre. Oui, un fric de dingue. Voilà. Un fric de dingue. Beaucoup d'argent, en tout cas, pour l'accueil, qui est remarquable et très généreux, et se trouve infoutu de profiter de ces ressources étrangères qui viennent avec des langues différentes, des expériences différentes, des sensibilités différentes, des manières de travailler différentes, etc. Mais est-ce que c'est seulement un manque de moyens pour réussir cette intégration? Non, sans doute que non. C'est un manque de réalisme. C'est un manque de réalisme. N'importe quelle ménagère, si elle avait investi dans quelque chose, attendrait un retour. Et la France n'est pas bonne ménagère, De Gaulle le disait déjà. Donc elle arrive à dépenser beaucoup d'argent dans cette hospitalité, dans cet accueil, et à ne pas savoir transformer cela en richesse pour la France. Et donc ça devient un fardeau. Voilà. Vous pointez du doigt souvent aussi le malentendu autour de la demande d'asile, c'est-à-dire les réfugiés qui expriment une demande d'asile et qui, une fois obtenue, souvent repartent dans leur pays. Quel est ce malentendu que vous pointez du doigt autour de la demande d'asile par rapport à d'autres formes d'immigration? Alors, il faut partir d'un peu plus loin. Aujourd'hui, depuis que l'Europe existe, pour pouvoir former une Europe de circulation, n'est-ce pas, des idées, des hommes, des produits. La fluidité. Vous aimez beaucoup. On a fait de l'Europe une forteresse. Elle est en fait impénétrable de l'extérieur. Il ne reste plus, pour des étrangers qui voudraient venir en France pour travailler, qui est tout de même la raison première pour laquelle on émigre. D'accord ? On émigre pour travailler, et pour vivre donc. D'accord ? On ne peut pas le faire. D'accord ? On ne peut pas le faire. Parce qu'on n'obtient tout simplement pas de visa. Donc il ne reste qu'une seule manière de venir en France et en Europe, c'est l'asile. Pourquoi ? Parce que par la Convention de Genève, le demandeur d'asile est exempté de visa. Donc il arrive n'importe où, il veut travailler et il demande l'asile. D'accord ? Ce qui fait évidemment cette confusion terrible, ce miroitement terrible entre l'immigration du travail et la demande d'asile, les deux étant tout de même un tout petit peu confondus, si vous voulez. Ce qui d'ailleurs provoque la suspicion des Français. Ces gens-là ne sont pas vraiment des demandeurs d'asile, ce sont des travailleurs immigrés. En effet, mais de fait. Mais ils n'ont pas d'autre choix. C'est ça. D'accord ? Ils n'ont pas d'autre choix que de demander l'asile. Si la France avait besoin, comme on le prétend, moi je ne suis pas économiste, de main-d'œuvre étrangère, il faudrait peut-être qu'elle rétablisse l'immigration du travail et qu'elle ne donne pas à tout immigré du travail cette offre qui est faite pour l'asile et qui est considérablement plus coûteuse pour la France. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe donc ? Il se passe qu'un demandeur d'asile vient à l'OFPRA raconter le récit qu'on lui demande. Je suis en danger dans mon pays, qui est d'ailleurs souvent vrai parce qu'on est en danger dans tous les pays qui ne sont pas l'Occident. Donc c'est souvent vrai. On est malheureux. Voilà. On est malheureux dans les 2 tiers de la planète. Oui, on franchit rarement la Méditerranée sur un bateau ou par pur... Non, on est sûr d'être plus heureux ici. Oui. Et donc, il vient ici, il explique qu'il est malheureux, l'OFPRA, dans sa sagesse, dit en effet il est malheureux, ou bien la CNDA, et on lui accorde le statut de réfugié. 5 ans plus tard, et 5 ans seulement, il devient français. Et vous dites souvent que ce délai est court. Mais c'est terriblement court.
C'est très court, 5 ans. 5 ans, c'est à peine la démarche pour trouver... Enfin, c'est bon, c'est absurde, c'est très très court. Et surtout, je ne vois pas pourquoi, mais bon. Pourquoi on deviendrait français? Et pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais pourquoi on deviendrait nécessairement français? Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que, devenu français, il retourne dans le pays d'origine dont il avait dit qu'il ne pourrait pas y retourner sans être menacé de mort ou persécuté, etc. C'est-à-dire, bon, il y a quelque chose qui s'est... Voilà, et on ne le prive pas de sa nationalité française. Il a pourtant menti pour l'obtenir. Grâce à laquelle il peut se déplacer librement. Ouais, voilà. Donc c'est ça, mais ça a des conséquences très grandes. C'est-à-dire, je pense que ce qu'on n'a pas intégré nous-mêmes, c'est que nous vivons dans un monde différent, un monde sans fixité, où les populations sont en mouvement, les Français eux-mêmes sont en mouvement, on en voit partout, aux États-Unis, en Angleterre. D'accord, ça bouge. D'accord, on ne vit plus, on ne grandit plus dans le pays où on est né, on ne meurt pas toujours dans le pays où on est né, on est moins attaché au pays de nos ancêtres, on ne se fait pas enterrer, mais comment on dit déjà, crémer, non voilà. Oui, incinéré. Incinéré. Moi aussi. Non, mais ça veut dire quelque chose, on ne revient pas à la terre, c'est assez intéressant, cette vogue de l'incinération. Et donc le monde a beaucoup changé, et donc cette histoire, le fait de fixer quelqu'un qui en fait était en mouvement, un migrant, je crois que ça correspond à une ancienne vision. Ce n'est pas nécessaire. Je pense que quand quelqu'un a besoin de venir travailler en France, il est d'autant plus bienvenu qu'on a besoin de lui. Je ne vois pas pourquoi on aurait besoin de le fixer. Voilà, vous êtes français, vous êtes fixé ici, regroupement familial, logement social, assistance. Pourquoi? Laissez-le migrer. Avec un peu de chance, il repartira. Vous dites que l'exil est plus facile aujourd'hui. La mondialisation, vous dites que la mondialisation est sans doute une des raisons qui explique que les mouvements, la fluidité, vous utilisez souvent ce terme de fluidité, rend l'exil plus facile. Beaucoup de choses rendent l'exil plus facile. Ce mot exil est absolument extraordinaire. On a l'impression de lire la littérature en latin, n'est-ce pas? Il n'y a plus d'exil. Asile et exil sont des mots non, très mais il forts. n'y a plus d'exil. Lorsque vous preniez un baluchon, que vous embrassiez votre père, votre mère, et que vous disiez au revoir au ciel de votre patrie, à la terre de votre patrie, c'est parce que vous n'aviez pas un téléphone portable avec votre maman et votre papa sur FaceTime en permanence, que vous écoutiez les nouvelles de votre pays, etc. Nous sommes reliés 24 heures sur 24 à nos pays d'origine. Moi, parfois, je me trouve dans le métro Châtelet, par exemple, bourré de monde. On est à Paris, c'est le métro Châtelet, on est tous là comme ça. Et qu'est-ce que je vois, en fait? Un jeune homme avec son téléphone, il n'est pas à métro Châtelet, il est à Kaboul. Et il parle avec son cousin, son frère, son ami. Quel exil! Voilà. Donc, on n'est pas exilé. Je pense que c'est une des raisons qui fait qu'on part si nombreux, c'est qu'en réalité, on ne part plus. Voilà. Entre ces deux mondes, en fait. Vous dites qu'il pourrait y avoir des solutions d'organisation de cette immigration, puisque souvent les réfugiés arrivent en France, alors qu'ils pourraient faire leur demande auprès des consulats qui existent en Europe, qui seraient la première porte d'entrée pour eux. Je ne sais pas répondre à cette question. Je ne comprends pas. Je ne comprends réellement pas pourquoi cette exemption de visa qui date de 1946, de l'après-guerre, est encore en cours. Pourquoi est-ce qu'on laisse des gens traverser la Méditerranée, mourir dans la Méditerranée et échouer sur nos côtes, plutôt que de leur donner la possibilité de demander un visa de demande d'asile, de travail, d'études, de je ne sais quoi, pour venir en Europe? C'est terrible. Cette histoire d'exemption de visa fait en fait de tout demandeur d'asile un clandestin, de tout immigré un clandestin. Et après, les gens vous disent, par exemple, des choses étranges. Moi, je suis pour l'immigration légale, mais pas l'immigration illégale. Mais toute l'immigration est illégale, puisque les gens arrivent sans visa. Voilà. Et donc, c'est quelque chose, cette fausse générosité, l'exemption de visa, est réellement un crime. C'est réellement un crime. Il faut cesser cette exemption de visa. Et justement, dans les consulats des pays sûrs, et même des pays moins sûrs, de qui se moque-t-on?
Cette exemption de visa date d'un moment où un dissident russe ne pouvait pas faire la queue devant le consulat français, devant la police de son pays. Bien sûr. Mais vous pensez bien qu'à Téhéran ou à Istanbul, tout le monde se fout qu'il fasse la queue devant le consulat français. Alors ça n'est pas du tout la même chose. Voyez ça encore, nous sommes en retard sur l'histoire. Nous sommes en retard, il faut réfléchir et intégrer le fait que nous ne sommes pas dans l'après-guerre, que les populations sont mobiles, que la guerre froide est finie, voilà, et que la demande d'asile se fait au nom de tout à fait autre chose. Dans mon introduction, je parlais effectivement de ces chiffons rouges politiques. Comment lire? Quand on interroge les Français sur leurs préoccupations, l'immigration ne figure absolument pas en première place. C'est plutôt la santé et l'immigration arrive à... Et pourtant, de droite comme de gauche, l'immigration est un sujet politique. Ce gap-là, comment vous le lisez Je pense que l'immigration monte dans les sujets de préoccupation lorsqu'un parti politique explique que si votre pouvoir d'achat est réduit, c'est à cause de l'immigration. Si le système de santé s'écroule, c'est à cause des abus des immigrés. Si il pleut beaucoup plus qu'autrefois, c'est à cause des immigrés. Et donc ça, évidemment, c'est ce qui est classique. Je ne vais pas faire une conférence là-dessus, c'est tout à fait classique. On est triste, on est malheureux en France, et c'est la faute des étrangers. Voilà, c'est pas la première fois. Hein. Mais ce qui est intéressant, je trouve, ce n'est pas l'extrême droite qui fait son métier d'extrême droite. C'est la gauche. Voilà. Ça, ce qui est intéressant, c'est comment la gauche s'est transformée. Et je suis moi-même assez surprise de voir la gauche qui devrait être du côté des travailleurs, pardon d'utiliser un mot totalement oublié, comment est-ce qu'elle cautionne ces routes de l'esclavage qu'est devenu l'asile? Comment est-ce qu'elle pense que la France peut accueillir sans limite et de manière inconditionnelle des étrangers, sans mettre en péril la vie, les conditions de vie des personnes les plus pauvres, immigrées comme français. Ce n'est pas responsable. Le problème d'une politique migratoire, et la France n'en a pas eu depuis peut-être 40 ans, c'est que vous devez en même temps, et la politique, c'est en effet la difficulté de réussir en même temps, de répondre à l'urgence humaine d'un côté et de tenir ensemble le devoir que vous avez envers votre nation. Et intégrer, pour moi, c'est-à-dire de penser à la France en même temps que l'on fait son devoir d'homme. La difficulté d'intégrer, pour moi, pour mon petit travail à moi, dans ma petite association à moi, pour moi, intégrer un étranger qui a demandé l'asile à la France. Donc je ne le considère pas comme mon égal, hein, je le considère comme quelqu'un qui me supplie. Pour moi, l'intégrer, c'est certes lui apprendre le français. Certes. C'est aussi le réparer, parce que c'est un homme brisé, humilié, et pas debout du tout. Et il faut le relever. C'est d'ailleurs la première chose, c'est relever cet homme qui a perdu tout espoir. Espoir dans son pays, espoir dans l'histoire, espoir dans l'avenir, espoir, tout espoir. Donc le relever d'abord, le réparer, lui enseigner, lui donner les moyens simplement d'une autonomie digne, humaine. Et après l'intégrer, pour moi, c'est pas ça. C'est simplement lui dire, et c'est vraiment très simple, la raison pour laquelle tu es venu dans ce pays-là, la France, c'est qu'elle fonctionne de manière à pouvoir accueillir des étrangers. Elle a construit à travers des siècles un système de solidarité sociale, d'impôts, de soins, d'éducation gratuite, de démocratie, de justice, qui t'a fait traverser 10 000 kilomètres à travers les montagnes, les mafias kurdes, la Méditerranée, les naufrages, jusqu'ici. Tu vas vivre en France
et tu vas nous aider à maintenir la France telle qu'elle soit toujours capable d'accueillir les étrangers. C'est tout. C'est ça, être intégré. C'est un contrat. C'est un contrat. Cette France, vous savez, comme ça, ça sera moins emphatique que ce que je viens de dire. Mais parfois, on rentre dans les toilettes et l'on voit « Veuillez laisser cet endroit aussi propre que vous l'avez trouvé ». Mais s'il n'est pas propre. Voilà. Alors, voilà. Donc, il s'agit en fait... Si la France, c'est pour ça que je vous dis c'est une question de puissance, si la France peut accueillir des étrangers, et c'est tout à son honneur, c'est qu'elle en a les moyens. Il ne s'agit pas maintenant pour les étrangers qui viennent de les détruire. Vous voyez, ils doivent nous aider à conserver les moyens d'accueillir d'autres étrangers. C'est cela qu'on peut appeler... D'être toujours capable. Pardon. Non, je vous en prie. Allez-y. Non, je vous en prie. C'est-à-dire, vous savez, l'injonction... accueillir l'étranger. Non, tu dois accueillir l'étranger, tu étais étranger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il faut être généreux envers les étrangers. Non, ça veut dire qu'il faut maintenir sa maison capable d'accueillir l'étranger. Capable. Pas seulement les portes ouvertes, mais une maison qui a une chambre d'amis, vous voyez, voilà, une maison qui est capable d'accueillir un étranger. Et ça, c'est notre devoir. C'est-à-dire que la France doit rester capable d'accueillir. Et c'est ça, pour moi, intégrer. C'est uniquement ça. Ce n'est pas prendre de plus en plus de gens, ce n'est pas donner 7 litres de sang. Ouais, Et pour reprendre le titre de notre échange, on doit avoir des exigences vis-à-vis de ce qui... C'est la seule. C'est la seule. C'est-à-dire, la France, au courant de son histoire, est arrivée à un système encore perfectible de justice, de paix civile, dans laquelle la laïcité a une part importante, de relations assez cordiales, même si elles sont un peu tendues, c'est gentil, entre les hommes et les femmes, d'attention particulière aux personnes différentes des majorités, les minorités sexuelles, les minorités je ne sais quoi, etc. Une énorme attention, une extraordinaire attention. Vous, Français, vous avez l'habitude que c'est un peu l'oxygène que vous respirez, c'est rien, etc. Mais bon, si vous n'avez pas d'oxygène, vous crevez. C'est extrêmement précieux. Moi, je ne suis pas française. C'est extrêmement précieux. La vie ici, la manière dont elle est ordonnée dans ce pays qui en permanence se plaint, est absolument fantastique. Voilà, c'est fantastique. Merci de nous le rappeler. Mais bien sûr, c'est fantastique. Ouais. Comment réagissez-vous quand on observe il y a souvent des réactions d'émotion face au problème ou ce que l'on voit de l'immigration. Le mouvement qui a accompagné l'immigration des Ukrainiens, où combien de familles ont ouvert leurs portes, leurs maisons, etc. J'ai l'impression qu'il y a un peu une hiérarchie aussi dans la façon dont on accueille les réfugiés. Vous savez, jusqu'à maintenant, la politique migratoire de la France a été guidée par l'émotion. Alors, la colère, la honte, la compassion. Les images. Donc ça tourne, voilà. On va accueillir 1 million, on va les jeter tous à la mer. Enfin, l'émotion n'est pas très bonne conseillère. En ce qui concerne les Ukrainiens, l'affaire est différente. Les Ukrainiens étaient des Ukrainiennes. Leur mari était au front en train de résister, de se battre. Nous, la France, nous avons choisi de soutenir le combat de l'Ukraine. Une des manières de le soutenir, c'était d'accueillir les femmes dont les hommes, les frères, les maris et les pères étaient au front courageusement pour se battre. Alors, c'est une question de résistance. C'est aux antipodes des autres pays qui ont demandé l'asile. Ça n'est pas une question de racisme. C'est pas parce que les Ukrainiennes sont catholiques ou je ne sais quoi, ou chrétiennes et blanches que nous les avons accueillies. C'est parce que c'était les femmes des soldats que nous avions décidé de soutenir l'Ukraine, qu'elles venaient d'à côté. En fait, nous avons peut-être accueilli les Ukrainiens, les Ukrainiennes, donc, comme le Liban a accueilli les Syriens. Pour la première fois, nous étions un pays proche. Voilà, c'est tout. Et ça n'est certainement pas une question de racisme. Et lorsque l'on m'a dit, j'ai dit, quand vous me montrerez les Afghans qui résistent aux talibans, je vous dirai, en effet, c'est une question de racisme. Votre association,
Comment est venue l'idée de la création de l'association Pierre Claver? Et est-ce qu'on peut dire un mot sur qui est Pierre Claver, d'ailleurs, aussi? Oui, tout à fait. Pierre Claver n'est pas mon directeur. Pas même votre directeur de conscience? Des gens appellent Pierre Claver en disant « je voudrais parler à Monsieur Claver ». Le directeur. On leur dit « il est en réunion à l'extérieur ». Il est en effet en réunion à l'extérieur depuis 5 siècles, puisque c'est un jésuite compagnon, parmi les premiers compagnons d'Ignace de Loyola. Ouais. À la mort d'Ignace, il est parti en Colombie. Et en Colombie, cet Européen, enfin cet Espagnol, a découvert l'esclavage. Il en a été indigné, non, car il n'est pas notre contemporain, mais très, très surpris, très tourmenté. Et il s'est fait, selon son propre mot, l'esclave des esclaves. Il a voulu servir les esclaves. En fait, sa vie entière, je crois, se résume en un mot, servir. C'est un jésuite, donc ce qu'il voulait faire quand même, c'était pour sauver les esclaves, les convertir. Voilà. C'est un peu ce que nous faisons, n'est-ce pas? Nous convertissons, sans le dire, nos barbares aux principes républicains, nous ne valons guère mieux. Mais c'est ça, Pierre Claver. La raison pour laquelle ce n'est pas du tout moi, mais François, mon mari, François Sureau, qui a choisi le nom Pierre Claver, c'est que dans les écrits de Pierre Claver, vous trouvez un petit texte extrêmement drôle où il dit « Dans ma vie, chaque fois que je n'ai pas fait l'âne, je me suis trompé. Qu'on le batte, qu'on le maltraite, qu'on l'affame, l'âne fait son travail, poursuit son chemin. Voilà, tel est le serviteur de Dieu. » Et ça, c'est assez formidable. Et l'âne est d'ailleurs... l'âne est le symbole de notre association. J'aime bien l'âne. Il n'a pas l'arrogance du cheval, il a une sorte d'humilité sympathique. Il ne regarde ni à droite ni à gauche. Il poursuit son chemin. On devrait s'en servir d'exemple pour... Comment est organisée cette école d'intégration que vous avez créée? Elle est formidablement organisée. Je n'en doute pas. C'est très simple, elle n'est pas organisée. Donc, l'idée était très simple. L'idée, c'était... je ne vous apprends rien quand je vous dis que les Français, en général, attendent énormément de l'État. Comme je ne suis pas française, j'ai voulu... Vous avez moins d'attentes. Non, mais simplement, j'ai voulu inspirer une autre manière de vivre, qui est de compter sur soi-même. C'est ça, voilà. Voilà. Et donc, nous avons créé un endroit où des Français volontaires accueilleraient eux-mêmes dans une maison des demandeurs d'asile pour transmettre, enseigner, être ensemble, se connaître soi-même. Voilà, sans aide de l'État, sans subvention de l'État, uniquement avec des subventions privées qui payent le loyer de la maison. Voilà, et ça marche très bien, parce que en réalité, l'intégration, si vous pensez à ce mot, ce n'est pas une affaire pour l'État. L'État peut poser des normes. Tel niveau de français, tel niveau de formation, machin, d'accord, c'est très bien, c'est très important. Il peut assurer l'accompagnement social indispensable et terriblement coûteux qu'il fait auprès des étrangers. Mais le vis-à-vis, le dernier vis-à-vis, la mixité, la proximité, l'immission, des étrangers parmi les Français, au sein des Français. Qui d'autre peut le faire si ce n'est les Français? Donc l'intégration, si les Français ne s'en mêlent pas, eh bien, les étrangers ne se mêleront pas aux Français. Voilà. Ils continueront à être projetés dans les périphéries des villes, dans les périphéries de la dignité, dans les périphéries du travail, dans les périphéries de notre conscience, jusqu'à ce qu'ils foutent le feu. Mais c'est nous qui devons faire ce travail d'amener au centre, d'amener vers un nous au sein duquel il y a des étrangers. Seuls les Français peuvent le faire, et c'était ça l'idée de Claver, et ça marche génialement bien. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui frappe à la porte et qui dit « Alors voilà, moi je suis prof d'anglais.
Voilà. Et je pense qu'en fait, les étrangers apprennent l'anglais, le français, c'est formidable, mais ils vont peut-être travailler dans la restauration, dans l'hospitalité, dans je ne sais quoi, et ils auront besoin d'anglais. Ils vont être un peu surpris qu'on leur demande est-ce que vous parlez l'anglais. Voilà. Et donc, je pense c'est très important qu'ils n'oublient pas l'anglais qu'ils parlent ou qu'ils apprennent l'anglais. Quelqu'un d'autre va dire je suis un scientifique, je suis polytechnicien ou je ne sais quoi. Je pense que nous vivons dans un monde tout à fait pénétré par la science, le virus, le nucléaire, l'effet de serre, le je ne sais quoi, etc., le cerveau, l'intelligence artificielle, et que des étrangers qui viennent de pays nettement moins développés, vivant en Europe, ne peuvent pas être comme des canaris parmi nous, ne comprenant rien à cet environnement de concepts scientifiques qui sont tout à fait ordinaires pour nous. Les gens ont des idées incroyables. Un homme est venu et il disait « Le français qu'on leur apprend, c'est un français très instrumental, c'est un français pour parler aux collègues ou à l'assistante sociale, c'est pour remplir des formulaires. Ce n'est pas ça le français, c'est le français. Est-ce ainsi que les hommes vivent ? C'est le français des poètes, c'est ce français que nous avons récité enfant, qui est dans notre ADN, qui est beaucoup plus important, qui est infusé en nous, et qui surtout, le plus important dans une langue, c'est pas son caractère instrumental, c'est que vous puissiez vous en imprégner tellement que vous en devenez l'auteur. Voyez, voilà, vous devenez l'auteur de la langue que vous parlez. Et ça, c'est être français. Voilà. Un étranger qui continue de parler le français langue étrangère, vous vous rendez compte ? FLE, langue étrangère, en France, c'est absurde. Vous voyez ? Il faut que cette langue soit sienne, voilà, et que chaque phrase qu'il prononce pour dire une sensation, un argument, une émotion, une demande, un besoin, un désir, ce soit lui qui en est l'auteur. Voilà. Et donc ce professeur fait un cours de poésie absolument incroyable où il commente des poèmes de Verlaine, d'Apollinaire, de Rimbaud, de Baudelaire, d'Aragon, etc., à des étrangers qui en pleurent quasiment, parce qu'en fait, en deçà de la langue, il y a quelque chose qui nous rassemble tous, qui est le sens commun de l'humanité, l'émotion, le deuil, la perte, le printemps, l'amour. Et ils sont enfin chez eux, voilà, dans ce cours de poésie. Disons ça, je pense à l'Afghan à Paris, dont vous signez la préface, Mahmoud Nassimi, qui apprend la France, le français, au Père-Lachaise, en découvrant la tombe de Molière, de Paul Éluard, de je ne sais qui d'autre. C'est une aventure formidable, l'aventure littéraire de cet homme-là. C'est en fait assez stupéfiant. Ouais. C'est assez stupéfiant. Je pense à lui chaque fois que j'entends des gens s'indigner que la demande d'asile soit administrativement traitée en un temps si long. En fait, ce pauvre garçon, la raison pour laquelle il a appris le français et qu'il a écrit un livre, c'est que justement, quand il est arrivé ici, il n'avait pas le droit encore de demander l'asile, il dépendait d'un régime qu'on appelle Dublin, et qui fait qu'on ne peut pas demander l'asile tout de suite, il faut rester 18 mois clandestin, la loi vous le demande, pour demander l'asile. Et donc, le pauvre garçon n'a pas de maison, n'a rien du tout, il est afghan. Donc, impossibilité de travailler. Hein, il n'a pas de possibilité de travailler, voilà. Et il dort dans les endroits les plus paisibles de Paris, les cimetières, en compagnie des morts. Et puis, comme il n'est pas idiot, il regarde les noms sur les tombes et il fouille sur son téléphone portable Internet. Qui ils sont. Il regarde leurs textes traduits dans sa langue, le farsi, et s'apprend lui-même comme autrefois, en fait, quand on recopiait des poèmes et des textes, il recopie les textes qu'il trouve dans Google, de Maupassant, de Baudelaire, etc., et les apprend par cœur. Et comme il a un cerveau fait comme tous les autres cerveaux, les structures répétées de la grammaire le pénètrent. Il est très marrant, ce garçon, parce que comme il n'a pas appris de manière formelle, quand vous lui parlez, il parle une langue extraordinairement précise, avec parfois des mots qu'il a trouvés chez Hugo, chez Balzac, etc., que personne ne dit plus, et peut faire une faute sur un passé composé. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de passés composés dans la littérature. Voilà. Et donc, c'est assez drôle. C'est vraiment, cette compagnie des morts lui a appris le français.
Et bien sûr, au début, je me suis dit, oh, n'importe quoi. Hein, encore. Voilà. Et en fait, non, parce qu'il m'a montré ses cahiers, des cahiers reliés comme ça. Il en avait un tas, comme ça, il le raconte. Et il avait recopié de la reliure à la marge des kilomètres de textes français pris dans la littérature. Voilà. Et pardon. Allez-y, terminez. Non, il m'a appris quelque chose d'essentiel sur la langue, parce que souvent des gens, notamment de gauche, vous disent mais c'est terrible, on leur impose le français alors qu'ils ont une langue, on leur impose nos valeurs alors qu'ils en ont, etc. Et lui m'a appris quelque chose d'incroyable, parce que fidèle au précepte contemporain, je lui dis, mais est-ce que vous n'auriez pas préféré écrire votre livre dans votre langue maternelle? Et il me dit, mais pas du tout, pas du tout. Ma langue maternelle, je ne la parle pas. Je parle avec ma mère, mes frères et sœurs. Je n'avais pas les mots dans ma langue maternelle pour dire mon expérience. Et par exemple, me dit-il, dans mon village en Afghanistan, derrière mon village, il y avait un ruisseau. Et quand j'étais enfant, quand j'avais 8 ans, je m'asseyais toujours sur un petit rocher à côté du ruisseau, et j'écoutais l'eau, le chant de l'eau. J'ai appris dans Maupassant le mot clapotis. Et quand j'ai entendu le mot clapotis, m'est revenu ce plaisir de l'enfance que j'avais complètement oublié, qui était dans moi, qui était muet, parce qu'il n'y avait pas de mots. Bien sûr, il y en a un, mais il ne le connaissait pas. Il ne le connaissait pas. Et donc le mot clapotis et le mot de Maupassant, le mot français, a réveillé en lui l'expérience intime d'un Afghan. Ça, c'est la langue. Vous voyez ? Et c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez dans notre intégration, parce qu'on pense que c'est politiquement incorrect de le dire, mais la vérité, c'est la vérité. Beaucoup de demandeurs d'asile nous arrivent de pays qui, par définition, sont faillis, dévastés. Il n'y a pas de système scolaire, il y a une université totalement corrompue. Et en fait, ils n'apprennent pas le français comme ils parlent leur langue. Ils apprennent un français qui est pour beaucoup d'entre eux, pas tous, la première fois, la première langue qu'ils maîtrisent avec sa grammaire, sa précision lexicale, c'est la première fois. Voilà, leur langue maternelle, ils la parlent plutôt mal. De transmission orale. Ils la parlent plutôt mal. Et en fait, parler le français, ce n'est pas parler le français, c'est parler tout court. Voilà. Et ça, c'est merveilleux, parce que parfois, les gens me disaient, mais comment est-ce que tu supportes, par exemple, le demandeur d'asile qui vient, que tu as connu, qui a couru avec l'équipe de course, qui a été formidable, et qui est refusé, qui doit quitter la France? Eh bien, j'ai toujours pensé que les 2 années qu'il a passées en France n'étaient pas inutiles. Ayam Suro, mais pourquoi n'y a-t-il pas plus d'associations Pierre Claver en France ? Même si de nombreuses associations œuvrent aux côtés des réfugiés. Oui, c'est peut-être le signal. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas d'autres ? C'est très particulier, vous savez, Pierre Claver. Il doit y en avoir d'autres sortes. Il y a des associations qui nourrissent ceux qui ont faim. Nous ne le faisons pas. Voilà. Il y a des associations qui logent, il y a des associations qui consolent, il y a des associations qui militent. Et, voilà, il y a toutes sortes d'associations, et ce tissu énorme est nécessaire. Voilà. Nous faisons une chose très particulière et très minuscule, très minuscule. Nous n'avons avec nos étudiants aucun échange matériel. Il est parfaitement interdit de donner même 1 euro. Voilà, voilà, pas de logement. Il y a des gens qui habitent sous un pont. Et alors ? Voilà. Et alors ? Mais c'est pas notre affaire. Nous sommes ensemble pour transmettre un sentiment d'appartenance à la France.
Et on peut tout à fait appartenir à la France et dormir sous un pont, ce n'est pas le problème. Voilà. En revanche, ce que nous essayons de faire, et ça c'est la mission, c'est d'empêcher, j'allais dire d'empêcher l'État français, d'empêcher, je vais utiliser une formule neutre, d'en faire des assistés. Voilà, c'est-à-dire des gens qui, toute leur vie, vivront dans un logement social, toute leur vie auront le salaire le plus bas, toute leur vie, et après on viendra les insulter parce qu'ils sont des assistés qui abusent du système. Non, non. Madame Sureau, merci infiniment. Merci.